Tu voulais dire quelque chose, Maxime? Salut les astronomes, l'équipe d'astronomes vous présente enfin l'épisode sur Maxime Audou, photographe et astrophotographe français de talent. On est dehors en short parce que c'est l'été et qu'il fait super beau, même sur le Causse Noir dans les Cévennes où nous sommes pour les Nuits du Causse Noir, rassemblement d'astronomes amateurs dans le sud, avec le bon ciel de la réserve internationale de ciel étoilé. Maxime nous parle de ses débuts, de ses projets à venir, mais aussi de sa technique en photographie nightscape et en ciel profond avec un projet énorme de mosaïque. À la fin de la vidéo, on vous montrera son travail, alors restez avec nous jusqu'au bout. Installez-vous, prenez du popcorn, ou alors bon courage si vous nous regardez dehors pendant que le setup tourne et prend des images. Bon ben nous voilà pour l'intro de cet épisode astronome avec un invité bien connu du monde de l'astronomie. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire comment tu t'appelles? Ouais, je m'appelle Maxime Audou, j'ai 28 ans, bientôt 29, et du coup là je me lance dans la photographie professionnelle, la photo de mariage principalement. Avant j'étais webmaster et community manager. D'accord. Et j'habite à Tours, voilà. Super présentation. Kiki, je sens que tu as plein de questions. Ok, bonjour Maxime, moi c'est Salut. Kylian, voilà. Donc du coup, effectivement, t'es connu vraiment dans le monde de l'astronomie, on entend parler de toi sur les forums, WebAstro, AstroSurf et tout ça. Depuis quand, du coup, tu fais de l'astronomie? Depuis quand ça t'intéresse? L'astronomie ça fait partie, je pense, comme pas mal de monde, c'est un truc de gosse en fait. Depuis tout petit, moi je me rappelle depuis 5 ans, depuis mes 5 ans, dans des classes, dès qu'on parlait d'espace, de fusées, d'étoiles et tout, j'étais un peu excité, un peu tout fou. Ah la vache, c'est vachement bien, j'ai envie de découvrir des trucs. Et c'est revenu un petit peu après les études parce que voilà, quand tu fais tes études, tu penses un peu à autre chose. Bien sûr. Et après c'est revenu. En parallèle, il y avait la photographie qui s'est développée. Et je me suis dit au bout d'un moment, qu'est-ce que ça donne si tu mélanges les deux, si tu commences à photographier le ciel. Donc tu t'étais intéressé tout de suite à la photo, quoi. Tout de suite, tu t'es mis là-dedans, quoi. La photo, ça t'a vraiment attiré. Voilà, parce que moi je voulais rebondir là-dessus pour savoir, est-ce que d'abord c'est la photo qui t'a intéressé ou l'astronomie en premier, et si c'est l'un qui a amené l'autre ou... Et en fait, ça a d'abord été la photographie en 2007 avec un bridge où voilà, tu t'amuses à faire des images de paysages, tes proches, voilà. Donc en diurne. En diurne, totalement que du diurne. La nuit, j'y pensais même pas. L'astro, je suivais ça de loin, mais jamais je me suis dit allez, on va mélanger les deux, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai acheté mon premier réflexe, c'était un Sony Alpha 200 en 2009, après avoir eu mon bac. Les joies, voilà, de débrayer ton appareil, de pouvoir tout régler. Je me suis dit, je vais tenter. Donc j'ai fait mes toutes premières images astro, c'était en 2010. Je me rappelle, j'avais calé un stylo big avec un élastique sur le déclencheur pour faire une pause à 20 minutes. Donc du coup, j'avais découvert que la Terre tournait plutôt vite. Et en plus, on avait du ghosting sur les bords du capteur parce que lui, il chauffait comme un malade. Et voilà, donc ça c'était mon tout premier souvenir d'astrophoto qui a été complètement foiré, mais j'ai encore l'image d'origine, je l'ai encore sur mon ordi et je le garde parce que c'est rigolo, quoi. Et en 2012, j'ai acheté un Nikon D7000, toujours pas forcément pour faire de l'astro, mais je savais qu'il avait des capacités à l'époque. Et c'est à partir de 2013-2014 où je me suis dit allez, je vais tenter le coup, voir un petit peu ce que ça donne. D'accord. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu cherches à montrer, qu'est-ce que tu cherches à montrer dans l'astronomie l'astronomie au travers de l'astronomie, de la photographie? Au début, les toutes premières images, ça a été vraiment du plaisir perso. C'est
c'est voir un petit peu ce que tu peux faire avec ton boîtier. C'est essayer de pousser un peu à bout, quoi. Au début, t'avais vraiment aucune recherche de montrer quelque chose en particulier sur le paysage, d'aller chercher un moment particulier. Non, c'était vraiment, c'était que du perso, du plaisir. On s'amuse, on teste. Je me plantais très souvent. Je me plante toujours autant, hein, mais il faut tester, faut jamais abandonner. Et depuis le départ, ça a été comme ça. Et effectivement, au fur et à mesure du temps, à partir de 2014, 2015, 2016, où la technique du panoramique, je l'ai appris. Alors je l'ai appris d'abord de jour pour faire des visites virtuelles, notamment celle de la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux et du Carmel de Lisieux. Je me suis dit tiens, est-ce que on peut à la fois mélanger donc la photo panoramique et l'astrophotographie en un seul morceau, tac. Et là du coup j'ai commencé à faire effectivement des images panoramiques et dès le début, ça a fonctionné. En fait, dès les premières images, ça a marché. Les gens avaient des retours positifs en fait sur ces images-là. Tu t'en es bien sorti dès le départ. J'ai eu la chance en fait de rencontrer Laurent Laveder aussi, dès 2014, si je me plante pas, qui lui est extrêmement connu et qui fait des panoramiques très léchés, très propres. Et effectivement, il m'a expliqué beaucoup de choses, la manière dont il pense faire de bons panoramiques, et je suis assez d'accord là-dessus, sur une certaine manière de traiter tes images de manière plutôt douce. Et du coup, ça m'a motivé à pousser le truc encore un petit peu plus loin, quoi. J'ai appris aussi des techniques d'Arnaud Frisch, qui est un photographe panoramiste, qui propose des tutos assez balèzes. Assez poussés, Ouais. Tout ce qui est calibration d'ailleurs aussi. Oui. Calibration d'écran aussi, donc ces deux personnes-là, voilà, tu mélanges un petit peu les inspirations des deux, leurs compétences et ce qu'ils veulent bien te transmettre, soit pour Arnaud Frisch à travers leur site internet ou Laurent Laveder avec une conversation de vive voix, quoi. Et puis voilà, ça a donné après en 2015 quelques images, puis au fur et à mesure du temps, ça s'est complété. D'accord. Voilà. Ok. Mais effectivement, dès le départ, il y a eu ça a bien pris dès le début, quoi. Effectivement. D'accord. Donc tu t'es accroché très très vite à ce domaine-là, quoi. Ça a bien fonctionné. Les retours sur des groupes, sur des forums. C'est sûr que ça motive, hein, quand t'as c'est très bon retour, très quand toi qui es positif, débutant en plus, c'est sûr que c'est très positif. C'est très positif. Et puis même des retours de personnes, de Laurent Laveder qui me disaient la vache. Quand Laurent Laveder en 2014, alors que t'en fais presque pas du tout, il te dit comment t'as fait. Ouais. Alors que c'est Laurent Laveder qui te demande ça. Tu dis ok, c'est qu'il y a du potentiel, c'est que tu peux continuer à tu peux continuer à faire ce qui te plaît, quoi. Ouais, parce qu'il y a des gens qu'on suit et à qui on s'identifie un peu et finalement qui sont là des fois dans le milieu depuis un peu plus longtemps. Ouais. Et du coup, c'est sûr que quand on se rend compte qu'il y a de la reconnaissance de la part de ces gens-là, c'est super. C'est rassurant en fait. Ouais, c'est ça. Tu vas dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Tu sais que tu es ok. C'est cool, mais ça va. Parce que la photo panoramique, la photo du ciel, on en fait. Presque tout le monde au final a sa patte. Il y a des gens qui copient, mais ça c'est un peu comme dans le monde de l'art, hein. Les grands maîtres, ils ont toujours copié d'autres maîtres précédents. Après, ils ont pété les règles en fait de l'art pour faire leurs propres règles. Et ça a toujours été comme ça. Donc on n'a pas au début d'identité. Ouais, c'est ça. Même les mecs, les groupes de musique, c'est pareil. Ils ont des inspirations, ils le disent, hein, et c'est pareil. C'est obligé. C'est obligé, ouais. C'est obligé. Alors, une autre question, est-ce que tu pourrais nous dire quel matériel tu utilises aujourd'hui ? Ouais. Qu'est-ce que tu emportes dès que tu pars En photographie, en panoramique, c'est un Nikon D750. Alors, il y en a deux, soit c'est celui qui est pas défiltré, soit c'est celui qui est défiltré. Ça dépend ce que je veux capturer dans le ciel, si ça mérite ou non d'avoir un défiltré. Ouais. Voilà. En objectif, alors depuis très longtemps, depuis 2014, ça a toujours été un Samyang 35 mm f1.4 qui est bon, qui est assez piqué, donc voilà. Moi, je change quasiment jamais d'optique pour faire les panoramiques. D'accord. Ce que Laurent Laveder d'ailleurs préconise en fait, c'est lui-même sur ses panneaux, il est à 35 mm. Alors lui, il est chez Sigma, mais voilà. Et une tête panoramique aussi qui te permet de faire des images de manière régulière. Ça c'est chouette. Donc c'est une Noda Ninja. Avant j'avais la 4 et maintenant c'est la 6. Et un trépied. Peu importe la marque, et un filtre aussi.
depuis 2 ans, un filtre Nisi Natural Light qui permet de réduire un petit peu la pollution lumineuse dans certaines parties de tes photos. Parce que du coup, tu voyages un peu partout. Comment ça se passe en France? Bah là, c'est un peu variable. En fait, quand on regarde toutes les photos, c'est hyper décousu. T'as un fil rouge qui est, on va dire, le jeu des couleurs, en fait, avec le milieu nocturne, les paysages nocturnes. Ouais. Mais sinon, j'ai beaucoup de photos qui sont prises, par exemple, dans les Alpes. Il y en a une à Quiberon, dans le Morbihan. Il y en a une au Mont-Saint-Michel. J'en ai pas fait, alors que j'ai vécu 4 ans dans la Sarthe. J'aurais pu faire, je sais pas, des paysages totalement anonymes. Donc c'est très décousu et c'est vraiment en fonction des opportunités au final. Ouais, c'est ça. C'est voilà. C'est les occasions et les opportunités qui font. Comme là en que ce tu moment te sur déplaces. l'Ulycos, quoi. Effectivement. C'est ça. Là, c'est les Cévennes, donc on va tenter. Il y a de la préparation forcément, mais si ça match, si tu vois que tu as un bon spot au niveau du sol, il y a une bonne météo, il y a le ciel qu'il faut, ben on y va et ouais. Donc du coup, avant, si je bien comprends bien, donc lorsque tu trouves un bon endroit, avant tu vas chercher vraiment ton lieu bien précis, en fonction du paysage, savoir ton premier plan, par exemple, etc., quoi. C'est ce que tu vas vraiment chercher. C'est ça. Mais alors pour certains, c'est presque du feeling parce que tu sais que la zone est très photogénique, donc à peu près peu importe où tu te mettras, ça va le faire. Sinon, pour certaines images, il y a eu beaucoup de préparation, effectivement, soit la météo, la pollution lumineuse et aussi les alignements. Avec des applications comme Photopills ou Google Maps, Stellarium pour savoir où est la voie lactée, où est l'objet que tu veux photographier au sol. Et là, effectivement, ça demande un peu de préparation, mais c'est nécessaire en fait. Pour certaines images, t'es obligé. Parce que je vois bien que ça arrive d'un coup, parce que c'est vrai que ton lieu, tu le connais pas à l'avance, sauf si tu regardes un peu sur Google Earth, par exemple. Oui. Mais c'est vrai que ton lieu, tu le connais pas, donc c'est vrai que quand tu débarques avec ta voiture et que tu poses ton trépied, tu dis là, tiens, ah ouais, je peux le faire là, je peux le faire là, la voie lactée se trouvera là. C'est ça. Ouais, quand tu arrives sur un lieu, tu sens un peu, tu vois direct le feeling qui est en toi. Ouais, mais il y a vraiment un truc comme ça qui se passe. Au début, alors ce qui est quand même vachement bien, c'est d'arriver de jour si on peut, parce que de nuit, on se dit tous au début, non mais de nuit ça le fait parce que on a l'habitude de sortir la nuit, alors qu'en fait non, je pense que c'est un piège. De nuit, on voit pas tout, la composition on peut la rater. Alors que de jour, on aurait pu vraiment bien la faire super bien, voilà. Donc effectivement, c'est un peu plus embêtant parce qu'il faut que tu arrives de jour, faut que tu sois prêt. Et après, comme tu dis, ouais, c'est vraiment une notion de feeling. T'as une part, t'expliques pas vraiment en fait. Au final, tu sais que ça va le faire. Donc tu te laisses guider. Tu réfléchis pas en fait. Il y a des images en fait, je réfléchis pas du tout. Je laisse juste filer. Vu qu'on est à tête panneau, tu sais que c'est cadré. Tu te laisses porter en fonction du ciel, du sol. Tu ressens quoi. T'es serein. Ouais, c'est ça. Selon toi, quelle est la réalisation que tu as faite qui te plaît le plus et où tu as eu le plus de... Où tu sentais que ça allait matcher, que ça a matché? C'est dur. C'est dur parce que... En fait, j'ai un rapport particulier avec mes images. Elles sont jamais... c'est comme pour tous les photographes. Elles sont jamais parfaites. Voilà. Ouais. Et t'as... Un exemple, c'est celle qui est de la photo de Chambord, qui est la dernière. Donc pour moi, c'est pas du tout ma préférée parce que moi, je la trouve très fake en fait au niveau du rendu. Mais il y a eu de très bons retours. Il y a des personnes qui m'ont dit, par exemple, en voilà à la pod. Bon, je l'ai envoyé, elle est pas posée. mais voilà, c'est un peu particulier. Pour moi, j'ai pas d'image préférée en fait. Des images où il y a des histoires, oui, il y en a plusieurs, même toutes en fait. Au final, elles ont toute une petite histoire, une petite anecdote rigolote. Ouais. Mais il n'y a pas d'image fétiche qui passe par-dessus les autres en fait au final. Il n'y a pas un petit événement quand même qui t'a marqué, comme par exemple un passage d'un bolide vraiment dans la Voie lactée à ce moment-là, où tu posais, quelque chose comme ça? Un événement marquant. Si, ça a été l'année dernière en fait sur le col de l'Isoire. T'as une photographie, un panoramique qui a été pris où moi j'étais vraiment occupé. En fait, j'avais mes deux setups qui étaient en parallèle. Tu avais le premier qui était monté sur l'AstroTrack où j'étais en train de faire une photographie panoramique traquée. Et de l'autre côté, j'avais ma tête panoramique où je faisais une photo bonus, mais j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, voilà, c'est pour passer le temps. Je m'amuse, je fais un truc, voilà. Et au final, ça a été
la photo bonus qui rendait beaucoup plus parce que tu avais de l'airglow, tu avais même ça c'est une énorme chance comment ça s'appelle, une étoile filante qui est passée au moment où je cadrais avec la tête panoramique, il aurait pu être là, bah non, il était là, elle est passée bien verte, donc nickel. De l'airglow que je voyais pas du tout à l'œil nu, c'était la première fois que je le voyais. La pollution lumineuse de Briançon qui était vraiment très bien, donc et là c'était au final une image qui était vraiment surprenante. Et l'autre image dans l'autre sens, bah, au final elle a moins bien marché en plus, elle rendait un petit peu moins bien, donc voilà. Ça a une part quand même d'aléatoire. Une part de surprise. Une part de C'est un côté un peu sympathique, c'est que tu sais pas, il y aura peut-être le ciel sera meilleur qu'à un autre moment et le rendu tu l'as après quoi. Et ce qui est énorme, c'est que en fait géographiquement les deux setups ils étaient à 20 mètres de distance les uns des autres. Et les ciels sont radicalement différents parce que d'un côté tu as la Voie lactée qui est traquée à 35 mm à 3 minutes de pause, donc elle t'explose à la figure en fait sur l'image. Et de l'autre côté c'est un ciel qui est beaucoup plus tranquille parce que tu as l'arrière entre guillemets de la Voie lactée où tu as c'est les Cassiopée avec le double amas, tout ça. On voit quand même la nébuleuse du cœur, de l'âme à juste 10 secondes de pause, tu vois la Andromède qui est immense, mais le ciel est beaucoup plus calme. Et ça n'a rien à voir alors que tes setups ils sont opposés mais qu'à 20 mètres de distance. Et ça c'était vraiment étonnant. Parce que c'est vrai que là sur tes photos on voit parfaitement la Voie lactée qui pète de fou avec de la nébuleuse si tu utilises vraiment par exemple un appareil défiltré, etc. C'est quoi réellement ta technique du coup de traitement dans tout ça, parce que ça demande quand même beaucoup de boulot derrière. Ça demande du boulot en général sur les photographies panoramiques, ça demande entre 6 et 14 heures de travail. Des fois notamment parce que t'as fait une boulette, des images par exemple, moi je laisse la balance des blancs en automatique, donc faut surtout pas faire ça quand tu fais du panoramique parce que des images qui sont bleutées par exemple sur un cadrage, elles vont être jaunes sur la photo suivante. Et après, lorsque tu assembles ta photo, ton image elle est complètement bariolée, donc c'est terrible. Donc tu te maudis toi-même devant ton écran en disant mais t'es bête. Bah on fait ça. Mais sinon, oui, ça demande beaucoup de temps. En fait, l'avantage de faire de la photographie panoramique, ça te permet de chercher vraiment beaucoup de détails. Et ce serait dommage de t'être pris la tête sur site, à justement pendant 20-30 minutes à faire tes plans de manière successive, voilà, tu fais tes lignes. Pour avoir le rendu d'une très courte focale. Et vis-à-vis d'un rendu, une très courte focale, ça n'a rien à voir, t'as beaucoup plus de définition, t'as presque zéro défaut. Et ce serait dommage effectivement de se dire tu vas bâcler le traitement après, alors qu'en amont, t'as pris le temps de faire quelque chose de bien. Donc la technique après, moi j'empile pas pour de la photographie de paysage, j'entends. J'empile pas, c'est un pré-traitement des fichiers séparément sur des XO, avec plein de réglages, notamment aussi celui qui permet de réduire le bruit avec le module Prime qui marche bien. Après tu sors tes images en TIFF, 16 bits. Tes TIFF tu les insères dans Autopano Giga. Après donc il y a un assemblage qui est effectué avec certains paramétrages. Donc tu as ton cadrage, ton panneau qui est pré-monté, enfin qui est pré-finalisé. Et après dans Photoshop, donc tu continues et là tu le traites, tu le retouches, tu essaies de voir s'il n'y a pas de petits défauts au niveau des assemblages. Et puis à la fin, voilà, tu as ton image. Donc il y a effectivement 3 logiciels qui sont à la queue leu. Voilà, c'est ça. Mais là justement, tu parles de la photographie de paysage et on sait aussi que tu fais de la photo un peu de ciel profond à courte focale. Et donc là ton matériel change un peu. Bah là, il est pas pareil, effectivement. Voilà, donc là, c'est quelle configuration que tu... Alors l'idée, c'est de partir sur quelque chose de nomade. Pas d'ordinateur, pas d'électronique, parce que je suis pas, je débute vraiment dedans, donc j'ai pas du tout le niveau pour avoir une CCD, et puis j'ai pas les moyens non plus pour le faire actuellement. Donc c'est un setup nomade. C'est avec une AstroTrack. Et une petite lunette, une 71 mm de diamètre avec 347 mm de focale. Donc on est grosso modo sur un téléobjectif d'appareil photo. Et donc là, ça fait effectivement, comme tu dis, des très très grands champs. Donc là, c'est, je sais pas, ça peut être dans la Voie lactée, ça peut être le signe, tout ça, où t'as le signe. La nébuleuse du cœur et de l'âme, tu l'as d'un coup. Si tu la cadres bien, t'as les deux qui sont en one shot, en un cadrage, tu les as.
Et ça, c'est un setup qui est pas mal parce que bah, t'as 3 sacs. T'as celui de ta lunette, de ton boîtier, de tout le câblage, les rallonges, le viseur, etc. T'as ta boîte de ton AstroTrack et t'as le 3e sac, c'est ton trépied. Et c'est tout. Et après, à partir de là, tu vas où tu veux. Okay. Et ta source d'énergie aussi. D'énergie, bien sûr. Okay. Voilà. Donc. Est-ce que tu as une ou plusieurs personnes de référence, des gens qui t'ont marqué dans ta vie d'astronome ou ta vie de photographe? Des personnes qui m'ont marqué. Et qui t'ont marqué, disons, des bonnes rencontres que tu as fait ou d'autres qui t'ont inspiré? Bah, Laurent Lavédère, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup expliqué vraiment lors de... En fait, c'était dans un festival photo. Lui, il exposait. Et puis moi, on a échangé un petit peu et puis ça a bien matché entre guillemets dans le sens où il m'expliquait beaucoup de choses. J'écoutais beaucoup et c'est grâce à lui si effectivement bah ça l'a tout de suite fait correctement, enfin plus ou moins avec les panneaux. Et après une deuxième personne. Non, c'est plusieurs en fait. C'est toutes les inspirations maintenant avec tous les réseaux sociaux. Tu sais, tu vois ce que font les autres. Tu sais que ça c'est possible de faire, ça va pas, donc du coup tu le feras pas. Et donc voilà, on suit tous plein d'astrophotographes, soit des Français, des internationaux, et puis voilà quoi. Donc c'est. Alors là, est-ce que tu pourrais pas nous spoiler, mais nous dire un peu ce qui nous attend, quelles vont être tes prochaines photos, quels sont tes projets là, ouais, exactement, d'avenir. Proches là ou dans l'avenir? Bah proche, ça va être dans les semaines. On va essayer de faire quelques photos. On va essayer. Après, je pars une grosse semaine dans les Alpes. Et l'idée, ça va être de continuer à faire des panoramiques de spots. Alors là, je vous avoue, j'en ai aucun en tête pour l'instant, donc ça va être vraiment du feeling. Ouais, ça va être du feeling, c'est ça, bien sûr. C'est peut-être le Galibier, ça va être le lac de Serponçon, ça va être, j'en sais rien, franchement, peut-être partir du côté italien aussi. Il y a des trucs sympas. Donc voilà, donc là c'est vraiment du feeling. Moi ce que je voulais faire là auparavant c'était le plateau des Mille Vaches et du Césalier, mais il a pas fait beau. Malheureusement en avril et en mai il a neigé, donc du coup j'y suis pas allé. Avec la Voie lactée qui est plutôt basse, donc ça aurait pu être sympa. Faire une arche par exemple. Ouais, ça, une arche, mais une bonne arche, une belle arche ouais. pas déformée, ça aurait été bien. Et en ciel profond, non, là je m'amuse un peu avec mon setup. Par contre, là il y a un gros projet qui est en train de se préparer. Depuis un an, c'est une mosaïque haute définition de la Voie lactée avec un Samyang 135 mm. Et donc là, il y a une première section qui a été faite de la région du Sagittaire, du Scorpion, pardon, jusque l'Aigle. Okay. Et là, du coup, la semaine prochaine, je vais continuer. Je vais essayer de faire, si possible, parce que c'est assez difficile, enfin long, de l'Aigle jusqu'à Cassiopée. Jusqu'à Cassiopée. Même jusqu'en plus bas, quoi. Okay. Donc, et l'idée, c'est d'avoir un énorme fichier, une énorme image. Donc d'une mosaïque à 135 mm, comme Bastien Fouché l'a déjà fait, comme Serge Brunier l'a déjà fait, comme Rick Nissinger aussi, avec lui il a fait un setup de malade avec 5 caméras CCD et 5 Nikon 5 Canon 85 mm f1.2 sur un énorme Rhine platine. C'était un truc de malade ça, mais bon son image est un peu sombre, c'est un peu dommage, voilà. Et donc voilà, c'est vraiment une gros truc. Et après alors je spoil un peu, mais l'idée, ce serait de proposer ce genre de base. Et ce que d'autres astrophotographes complètent en fait ce champ avec des champs beaucoup plus serrés. Et là, par contre, c'est avec des lunettes, du gros scope. Et pourquoi pas proposer cette grande mosaïque après sur un site internet où tu peux zoomer, naviguer dans ce projet-là. Une sorte de carte. Une sorte de carte, et que ce soit participatif où les gens ajoutent des acquisitions. Et voilà, tu cliques sur un point où la personne affiche son image, t'as la fiche technique, la fiche aussi de l'objet en lui-même. Oui. Et ça pourrait être aussi un support, voilà, pour montrer un petit peu le travail de tout le monde. Et ça peut être aussi littéralement un support pédagogique pour l'éducation, des trucs comme ça, quoi. Ouais, l'éducation, ouais. Voilà. Okay. Mais ça se fait, c'est à long terme. Bon, Maxime, du coup, tu as eu des apparitions sur certains magazines pour tes photos. Alors, quelle fierté tu as? Bah ça fait. Non, au début, ça fait franchement, ça fait bizarre. Bah, faut que je raconte la pod. C'est particulier. En fait, il
La photo de la pod avec l'ISS, Mars, Vénus et la Lune, elle a été vraiment faite, celle-ci, typiquement à l'arrache. C'est typiquement le genre de photo, enfin à l'arrache, elle est préparée parce que j'allais voir ma compagne à ce moment-là, et en même temps, je me suis dit, tiens, il y a une conjonction, il y a un truc à faire. Donc je lance Stellarium, et c'est Stellarium qui m'a montré, vu qu'il simule le passage de la station, l'ISS à ce moment-là. T'es arrivé à l'heure quand même? Je suis arrivé 20 minutes avant. Je suis arrivé 20 minutes avant. Donc petite préparation, mais bon, un peu sur le pouce quand même. Donc je pars vite avec mon matos et puis un ordinateur portable que je mettais à côté sur le siège passager de ma voiture pour voir l'évolution des nuages en temps réel, parce que la météo était catastrophique. Il fallait que je descende impérativement plus au sud de ma position au Mans pour la voir. Donc bref, donc je fais mon petit truc, la photo elle est faite. Et par rapport à la pod, ça fait effectivement bizarre. Tu la soumets, t'envoies ton image aux deux personnes qui gèrent la pod, et là donc ils te répondent favorablement. Et à partir de là, c'est vrai que ça, il y a eu des répercussions, parce qu'en plus, alors ce qu'il faut savoir, et ça c'est assez drôle, t'as eu deux éléments qui ont fait que ça a amplifié énormément cette image-là pardon, pour le micro, pour le grand public. Vas-y, mais les décollages. Et en fait, ça a été Thomas Pesquet qui était à la borde de l'ISS. Oui. Et ce qui se passait, c'est que dès que tu avais un amateur qui publiait une photo avec l'ISS, ça passait tout de suite dans le journal. Mais n'importe quelle photo, quoi. Donc ça, il y avait le petit effet. Et en plus, c'était au moment où tu avais l'affaire Pénélope Fillon. Donc on parlait énormément de la Sarthe à ce moment-là. Et donc du coup, les deux effets combinés, ça a marché tout de suite. Ça a marché tout de suite. Ouais. Donc publié dans plein de journaux. Ouest France, tirage, deuxième page, tirage à 1 million d'exemplaires, je crois. RTL, Le Figaro, France 2, c'est parti vraiment un peu dans tous les sens. Et ça a été, au final, bizarre et intense d'être publié comme ça, d'être affiché, mis en avant énormément. Et puis ça fait bizarre en fait d'avoir tout de suite une espèce de reconnaissance qui apparaît. Et il faut que tu la gères. Et puis au fur et à mesure, effectivement, avec les publications, ça monte un petit peu. Et mais toi, en fait, de ton point de vue, tu continues de t'amuser comme ce que je disais au début en 2014. Bien sûr. Ouais. Et voilà quoi. Donc d'un côté, t'as la reconnaissance, mais toi tu dis, mais non, je fais toujours autant de la merde qu'en 2014, quoi. Mais vraiment, c'est juste que je fais un peu plus attention, quoi. Alors, on va faire dans l'idéal, les idéaux. Le lieu de shoot rêvé. Là en tête, si tu pouvais le lieu de shoot idéal, ce serait un lieu où... Alors moi, j'ai toujours voulu avoir mon arbre solitaire au sommet de la colline, avec la Voie lactée qui passe derrière, comme un photographe qui s'appelle Michael Schenblum qui fait ça assez bien. Et j'ai jamais réussi à trouver mon arbre solitaire au haut de la colline, donc je cherche encore 5 ans après. Donc c'est plutôt la compo rêvée. Il n'y a pas de lieu vraiment qui non. te... Mais là c'est de l'obstination, parce que j'ai toujours pas eu mon arbre, donc là je le veux, j'en ai marre. Donc un petit arbre. Je peux faire l'arbre si tu veux. Donc voilà, sachant que cet arbre, sur cette photo, typiquement à Valençol, t'as toujours les mecs, surtout on en parle en ce moment avec les Instagrammeurs qui défoncent tout, les rainures de lavande avec l'arbre ou la petite maison. Cette compo, elle a été faite, archi faite, voilà, elle est complètement grillée. Hein. Mais des fois on a envie de la faire. Mais moi je veux la faire. Moi ça fait 5 ans que je cherche toujours mon arbre solitaire, j'ai toujours pas trouvé. C'est pas faute d'avoir cherché, mais je cherche pas encore assez. Donc voilà. Donc il y a pas de lieu à proprement parler, de pays particulier ou de géographie. Je pense qu'en fait chaque lieu, même qu'il soit anonyme, il a oui. son interaction avec le ciel. N'importe où, même ici, c'est un peu encaissé là, mais avec les arbustes, mais il y a un truc à faire à chaque fois. Alors effectivement, quand tu fais des images avec un lieu hyper connu, t'as l'effet waouh qui marche quasiment instantanément. Mais après, quand tu fais des photos dans des lieux qui sont carrément anonymes, là c'est plus dur à lire en fait au niveau de l'image quasiment instantanément, mais c'est plus intéressant. Okay. C'est plus intéressant, ouais. Donc peu importe en fait, n'importe quel endroit. Ouais. Alors maintenant, toujours pareil, dans le même le setup de rêve. Le setup des rêves en panoramique, ce serait un moyen format. Ouais. Donc c'est un capteur beaucoup plus gros où là tu vois énormément de choses, t'as une profondeur de malade. Sur le levis,
La gourmandise, ce serait d'avoir une tête robotisée, comme ça t'es tranquille, tu la programmes. Et ensuite, comme Paul Wilson qui fait ça, ce sont des images qui sont très énormément définies. Il shoot à 50, 85 ou 105, 135 mm. Et la tête panneau La tête panneau en fait tourne toute seule, tu la comme programmes. Guillaume. Ouais, d'accord. Okay. Guillaume fait la même chose. Il a une panneau gear. Ouais, le panneau gear. Voilà, c'est ça. Donc c'est d'un sens c'est génial parce que tu peux faire des panneaux qui sont ultra définis, tu peux chercher la performance vraiment, mais bon c'est un peu t'as une petite part de flemmardise au final et d'authenticité que tu perds au final. C'est un peu dommage. Mais effectivement avec un moyen format t'auras pas le choix. Après en optique je sais pas, une bonne optique, n'importe laquelle. Puis voilà. Et ensuite un événement où tu l'as dit, bon il y a l'arbre, mais sinon un événement astronomique que t'aimerais une conjonction ou un passage de la comète, une comète. Quelque chose de particulier que t'aimerais vraiment. Un événement rare, ce serait non d'avoir une bonne compo là encore avec avec l'arbre. Non, avec l'ISS qui part sur l'arbre. C'est ça. Thomas Pesquet qui fait coucou comme ça. Non, c'est quand même d'avoir une bonne compo, d'avoir une très belle image qui soit facilement lisible. Dans sa compo, le ciel, avoir une belle voie lactée, mais en événement astronomique, non, j'en ai pas forcément. Justement, j'essaie de faire des alignements avec le sol, avec des éléments terrestres. Peu importe ce qu'il y a dans le ciel, quoi, au final. Donc, je prends tout ce qu'il y a, quoi. Donc ça va. Ouais. Ensuite, avant que tu nous montres donc comment tu réalises les nightscapes, après on ira sur le terrain. Est-ce que tu as un message à faire passer, une philosophie, quelque chose que tu veux faire passer? C'est de toujours tester, toujours tenter. S'il y a une image en fait qui plaît pas, faut pas s'arrêter là, faut comprendre pourquoi elle marche pas de son point de vue. Persévérer. Ouais. Et voilà, persévérer et puis c'est comme ça que ça va à la fois de regarder un petit peu sur internet ou sur des aides, prendre des aides un peu partout, d'apprendre un peu, mais aussi quand même de beaucoup expérimenter par soi-même. On apprend beaucoup de choses par soi-même parce que tu comprends tes erreurs mieux, je pense. Déjà tu les provoques. Si jamais tu suis bêtement, tu suis les tutos, les erreurs t'en feras peut-être moins, mais si jamais quand tu vas avoir une erreur, tu vas pas forcément la comprendre et tu vas la rejeter. Alors que de tester toi-même, l'erreur tu vas beaucoup mieux l'accepter parce que ça fait partie de ton processus de travail. Et du coup, tes déductions vont se faire beaucoup plus vite et tu vas atteindre au final beaucoup plus vite des images qui sont beaucoup plus qualitatives, quoi. Okay. Ouais. J'ai jamais suivi, en fait, le seul tuto que j'ai lu en premier, c'est celui que j'ai écrit pour Focus Numérique en 2014. Sinon, j'avais jamais lu le tuto. Le premier, celui que j'ai lu, c'est celui que j'ai écrit moi-même. Focus Numérique. Voilà. Okay. C'est pour ça. Donc maintenant, vous allez nous suivre sur le terrain avec Maxime et le petit mot de la fin avec Kylian. L'astronomie, c'est une grande famille. Et le deuxième? Gastronomie, il y a qu'un G qui sépare avec astronomie. C'est qui se couche et tout, quoi. Ouais. Ça se refroidit vite, là. Pizza, apéro, là. Nous allons donc nous quitter sur les images de Maxime. Merci à lui pour cette interview. Nous le suivrons sur le terrain donc dans la deuxième partie que nous tournerons bientôt pour vous montrer sa technique. Nous tenions aussi à remercier notre David pour le prêt de certains matériels, dont le beau 70-200 que vous avez pu voir en fin de vidéo. Depuis, nous en avons acquis un. Si vous vous demandiez où nous étions, c'est un bosquet sur le Causse Noir dans les Cévennes qui nous a servi de décor. Nous espérons que cet épisode astronome vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne et en mettant un petit pouce bleu. En plus, le fait de vous abonner et de cliquer sur la cloche vous permet de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. La prochaine vidéo sera une conférence d'un astrophysicien qui nous parlera des exoplanètes. Et pour le prochain épisode astronome, on garde la surprise. Profitez bien des images, vous en apercevrez certaines que Maxime a réalisées à la suite de la vidéo lors de notre session Green Team. A bientôt. J'ai pas le niveau et tout ça là. Et là, tu l'as le niveau là? Là.